Bonjour, j'aimerais vous présenter mes réflexions sur le livre Factfulness de Hans Rosling. Je vais commencer par un bref résumé de l'ouvrage. Si vous pensez que la pauvreté est en hausse, que le nombre de victimes liées aux catastrophes naturelles augmente, et qu'en moyenne dans le monde, une femme de 30 ans a passé moitié moins de temps à l'école qu'un homme du même âge, vous vous trompez. Rosling, grâce aux données et à l'infographie, déconstruit la vision pessimiste et négative du monde qu'on peut avoir en tant que citoyen de pays à revenus élevés. Pour que vous puissiez mieux comprendre la suite de ma présentation, je vais vous montrer sa façon de diviser les pays en 4 niveaux en fonction de leurs revenus et de leur mode de vie. Donc ici vous avez l'infographie du site Gapminder qui est le site fondé par Hans Rosling. Donc tout d'abord nous avons les pays de niveau 1 dans lequel un citoyen dispose de moins de 2 $ pour vivre par jour. Donc là on n'a pas de chaussures, on cuisine au feu de bois, on dort par terre et environ 1 milliard de personnes vivent comme ça. Ensuite, vous avez les pays de niveau 2, dans lesquels les citoyens disposent d'entre 2 et 8 $ par jour par personne pour vivre. Là, on a peut-être un vélo, on commence à avoir des réchauds au gaz, des lits, etc. Environ 3 milliards de personnes vivent comme ça. Ensuite, vous avez les pays de niveau 3, où les citoyens disposent d'entre 8 et 32 $ par personne par jour pour vivre. Là, on commence à avoir des motos, des appareils électroménagers un peu plus sophistiqués, et environ 2 milliards de personnes vivent comme ça. Et enfin, nous avons les pays de niveau 4, avec un revenu par habitant par personne supérieur à 32 $ par jour. Et c'est le mode de vie qu'on connaît plus ou moins tous dans les pays comme le Canada, les États-Unis, la France, etc. J'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'ouvrage et qui me semble intéressant dans le contexte de leur réflexion sur la réglementation et les externalités, les taxes carbone, etc. Dans le chapitre The Size Instinct, Rosling insiste sur l'importance de replacer les chiffres et les données dans leur contexte et de les comparer pour mieux en saisir l'ampleur, la valeur. Il relate un événement qui a eu lieu au Forum économique mondial de Davos en janvier 2007, au cours duquel un ministre de l'environnement d'un pays européen blâmait la Chine et l'Inde pour leurs émissions croissantes de dioxyde de carbone, leur imputant presque le réchauffement climatique. L'expert indien a répondu à ces provocations de la façon suivante. Ce sont vous, les nations riches, qui nous avez mis dans cette situation délicate. Vous avez passé près d'un siècle à brûler des quantités sans cesse croissantes de charbon et de pétrole. C'est vous, et seulement vous, qui nous avez amenés au bord du réchauffement climatique. Mais nous vous pardonnons parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. On ne peut pas blâmer quelqu'un rétrospectivement pour quelque chose dont il n'était pas conscient. Mais à partir de maintenant, nous allons compter les émissions de dioxyde de carbone par personne. Et effectivement, si l'on regarde les émissions par personne, la Chine et l'Inde sont encore bien loin derrière nous. Ici, vous avez l'infographie du site Gapminder qui vous montre effectivement qu'un citoyen d'un pays de niveau 4 pollue bien plus qu'un citoyen de n'importe quel autre niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ici, vous avez la liste donc des émissions de CO2 par habitant à travers le monde. Et en 2017, vous pouvez voir que les 25 premiers pays n'incluent ni la Chine ni l'Inde. Et donc la Chine était 35e de ce classement en 2017 et l'Inde 100e. À titre indicatif, donc le Canada est 10e, vous voyez les États-Unis 11e, Luxembourg, etc. Le Japon, l'Allemagne 23, 25. La France était 58e, je crois. Et pourtant, dans la presse, on retrouve très régulièrement des articles du type de celui que je vous ai mis ici, qui vient de Radio-Canada et qui est paru en 2021. La pollution a repris de plus belle en Chine, etc. Et donc, en prenant cela en considération, je pense qu'on peut comprendre les réticences de pays comme la Chine, sans forcément les approuver, à mettre un frein à un mode de production qui leur a permis de sortir une très grande partie de leur population des niveaux 1 et 2, et de continuer à accroître ce nombre. Des initiatives telles que les accords de Paris, par exemple, qui sont des initiatives supranationales ou internationales, doivent apparaître comme un frein à leur développement, et sembler quelque peu hypocrite à des gouvernements comme le gouvernement chinois. Et en conclusion, je dirais que Factfulness illustre bien la difficulté qu'il peut y avoir à imposer des régulations sur le CO2 au niveau international, bien que ce soit aujourd'hui une priorité. Il faudrait repenser les échanges internationaux, le commerce et nos modes de vie pour trouver des solutions qui permettent aux pays de chaque niveau d'accroître leur niveau de vie tout en limitant les émissions de CO2. Pour cela, il faudrait des initiatives à la fois individuelles, nationales et supranationales. Enfin, je pense qu'il faut garder une certaine humilité face à des articles de presse comme celui que je vous ai montré plus tôt. Plutôt que de blâmer certains pays gros pollueurs, on devrait garder en tête que même si la Chine ou l'Inde en volume polluent plus que nous,
nous polluons individuellement bien plus que le citoyen indien ou chinois moyen. Merci beaucoup.